Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à ce nouveau webinaire organisé par la Fondation Terre Solidaire. Webinaire consacré cette fois-ci au dialogue avec nos lauréats de notre première édition du prix de thèse de la Fondation Terre Solidaire. Alors quelques mots pour rappeler la Fondation Terre Solidaire pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. C'est une fondation qui a été créée par une association de solidarité internationale qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire et qui a pour mission de soutenir des initiatives citoyennes qui inventent de nouvelles façons de consommer, de produire et de vivre ensemble, et tout ça dans une perspective de transition écologique juste et solidaire de nos sociétés. La Fondation soutient des projets de terrain, des projets des expérimentations, des recherches et des études, et c'est dans cette visée que nous avons souhaité organiser un premier prix de thèse pour à la fois favoriser le dialogue entre les acteurs de la transition et le monde de l'université, mais aussi pour pouvoir récompenser des travaux des jeunes chercheurs qui ont fait l'effort à la fois de faire tout un travail autour de la transition, des enjeux de transition écologique, mais aussi un travail qui vise à mettre l'accent sur des solidarités, des justices sociales et enfin des liens avec l'action. Donc ce soir, nous allons accueillir les trois lauréats de ce prix de thèse qui ont été identifiés par un jury composé de 14 personnes de 7 universitaires et 7 représentants d'associations, de syndicats, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ce jury est présidé par Gaël Giraud, que je remercie, qui est ici, et qui nous a permis donc d'identifier et de sélectionner ces trois lauréats. Je vais passer la parole à Gaël pour qu'il puisse nous en dire quelques mots aussi sur ce prix. Merci beaucoup, merci Philippe. Donc je me réjouis beaucoup de la cuvée 2021, qui est la première, j'espère la première d'une longue série. Je veux juste dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles je crois que ce prix est fondamental aujourd'hui, qui sont aussi les raisons pour lesquelles j'ai accepté, lorsqu'on m'avait fait l'honneur de me proposer d'en être le président. Mon expérience universitaire, c'est que malheureusement, nous continuons, pour la plupart d'entre nous, pas tous heureusement, et les trois lauréats de ce soir en témoignent, il y a des exceptions, nous continuons de travailler très majoritairement en silo, avec certainement d'un côté, disons, des sciences dites expérimentales, de l'autre des sciences humaines, alors que pour comprendre la transition écologique, il est absolument indispensable que ces deux grands champs disciplinaires se parlent entre eux. Du côté des sciences humaines, on a absolument besoin d'avoir de l'information qui provient des sciences expérimentales. Du côté des sciences expérimentales, de pouvoir comprendre à quelles conditions politiques, sociales, humaines, anthropologiques, quelque chose comme la transition écologique vers une sobriété heureuse, acceptée, choisie, plutôt qu'une précarité subie par les plus pauvres, est possible. Et j'irais même jusqu'à dire, du côté des sciences dites humaines, on a même besoin de la philo, on a besoin de la littérature, parce qu'on a besoin de récits qui nous racontent comment on peut faire cette transition et en quoi une société sobre en carbone peut être désirable. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, certainement, c'est les images d'une société désirable qui est à portée de main, qu'on doit pouvoir construire ensemble, mais que beaucoup d'entre nous ont la peine à imaginer. Et donc cette panne, en tout cas d'imagination, on pourrait même dire cette panne eschatologique, est certainement un obstacle majeur à la réalisation de cette transition. Alors nous, avec ce prix, ce qu'on a voulu récompenser, c'est les chercheurs et les chercheuses qui sont, d'une certaine manière, des passeurs de monde, qui gravitent entre ces deux univers et qui permettent de construire ces images, ces grands récits, et d'avoir les informations de terrain, scientifiques, rigoureuses, pour alimenter la réflexion publique autour de la transition. Nous avons aussi la conviction que, mais tu l'as dit il y a un instant, qu'il faut également construire des ponts entre le monde de la recherche académique et le monde des acteurs sociaux qui travaillent sur le terrain. Donc ce que nous récompensons ce soir, ce n'est pas des militants, ce sont des vrais chercheurs, mais des chercheurs engagés qui se sont sentis responsables de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain et qui se sont dit il n'y a pas d'autre lieu que le terrain aujourd'hui que nous devons étudier pour alimenter la réflexion théorique. Voilà. Et c'est ce va-et-vient entre l'expérience de terrain, la réflexion théorique, que nous avons essayé de récompenser aujourd'hui. Alors, je vais avoir le grand honneur d'appeler les trois lauréats, et je vais commencer par Emmanuel Bonneau, qui est premier prix ex aequo pour sa thèse, dont je vais relire le titre, l'urbanisme paysager. L'urbanisme paysager, une pédagogie de projet territorial. Alors, voici le prix. Je dis juste un mot. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail que vous avez soumis, c'est le fait que vous ayez mis l'accent sur l'idée que un territoire et même un paysage, puisque vous êtes urbaniste paysagiste, et vous travaillez à Bordeaux,
qu'un territoire et un paysage puissent devenir un commun et quelles questions ça pose sur, on pourrait dire, la gestion ou le soin qu'on peut apporter à un paysage et à un territoire. Mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Merci beaucoup et félicitations. Alors, j'appelle maintenant Pierre Vaucoury, voilà, qui est également premier prix ex aequo, pour votre thèse intitulée « Orienter et activer les projets coopératifs d'énergie renouvelable à l'épreuve du marché ». Voilà. Félicitations, pardon. Donc là aussi, d'une certaine manière, la question qui vous a préoccupé, c'est celle des communs. Comment est-ce qu'on organise aujourd'hui la gestion des énergies renouvelables d'une manière coopérative sur le terrain, dans un va-et-vient entre, disons, les collectivités locales, les communautés locales qui peuvent s'organiser, et l'État, on en a parlé tout à l'heure. Et peut-être ce que vous avez fait, c'est une première étape vers, disons, des exemples très concrets de ce que Bob Jessop appelle la colibration entre l'État et la société civile. Voilà, encore bravo. Et puis j'appelle maintenant, pour le second prix, Corentin Eke, pour cette thèse. Pour sa thèse intitulée « Construction d'une demande de justice écologique, le cas des semences non industrielles ». Voilà. Moi, je dirais, si je dois dire un mot là-dessus, c'est au fond ce que vous nous montrez, c'est que par rapport au modèle mainstream, qui est un modèle en fait qui, par rapport à des questions comme les semences, participe, on pourrait dire, à la capitalisation du monde. Les semences sont les capitales. C'est du capital qu'on veut faire fructifier. Vous, ce que vous nous montrez, c'est non. De nouveau, on peut aussi gérer les semences autrement, et ça se fait sur le terrain. Vous avez donné des exemples dans différents pays, comme de nouveau un commun, et non pas comme un capital qui serait destiné à être fructifié et à rapporter un profit, par exemple un profit privé, à quelqu'un qui miserait sur ce capital. Confère par exemple le projet de patrimonialisation des semences en Scandinavie. Voilà. Ce que vous nous montrez, c'est que ce n'est pas ça la solution, et qu'il existe des solutions alternatives. Merci beaucoup. Donc encore, félicitations Emmanuel. Et donc en une dizaine de minutes, on vous écoute pour que vous puissiez nous présenter votre travail. Je vous remercie pour votre accueil. Vous m'avez dit 10 ou 12 minutes? Disons 12 minutes. Alors c'est parti, je vous partage mon écran, vous le voyez? Oui. Oui, merci. Je vais vous parler donc d'urbanisme. J'ai intitulé cette thèse « L'urbanisme paysager, une pédagogie de projet territorial » pour souligner cette nécessité aujourd'hui de travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut apprendre réciproquement et des uns et des autres. L'urbanisme, ça consiste à organiser les activités à la surface de la Terre, à les organiser collectivement. C'est un projet collectif politique. Ça sous-tend des activités techniques et c'est aussi une discipline scientifique. Alors, l'urbanisme est notamment connu pour ses méfaits. Je ne peux pas à la fois vous tourner l'écran et le montrer et le montrer sur Zoom. C'est cette image des périphéries urbaines qu'on retient généralement des pratiques de l'urbanisme réglementaire. On critique cette forme urbaine qui correspond aussi pour certains à un certain type d'habiter dans une maison individuelle avec un jardin au contact de la nature, en référence à nos villes anciennes. Ici, le centre historique de Bordeaux. On voit un modèle de ville dense, inclusive, mais qui pose aujourd'hui d'autres questions par rapport aux questions de nature en ville, notamment une ville compacte qui est séparée de cette campagne. Ici, là, notre campagne bordelaise qui est au bord de l'estuaire de la Gironde. Les liens entre ville et campagne sont aujourd'hui interrogés et très directement par le contexte de pandémie que nous traversons. On s'interroge sur la dimension vivable de nos métropoles, sur la possibilité de vivre dans ces campagnes, mais comment, avec de l'emploi localement, avec aussi des possibilités de se déplacer, non seulement en voiture, mais aussi à pied.
Donc c'est ce qu'interroge ce travail, en rejoignant mon histoire personnelle, qui s'est déroulée de l'enfance à l'adolescence et encore aujourd'hui entre ces villes, ces périphéries, où sont installées les universités ici à Bordeaux et les campagnes, qui sont des terrains d'enfance, en l'occurrence ceux de mes parents, qui se sont rapprochés de la ville quand il a fallu travailler. Cette thèse, elle interroge aussi cette dimension qui est celle du projet, d'un projet collectif. Faire de l'urbanisme, c'est s'interroger comment habite-t-on la Terre. Et ça, cette question-là, on peut tous se la poser. Comment vivre ensemble sur Terre. Les enjeux de justice sociale, elles sont au cœur de l'urbanisme. Au départ, on cherche à produire du logement, et on cherche à produire du logement pour tous. Par contre, on s'était en effet jamais trop interrogé sur des questions de justice environnementale. Donc, comment croiser ces deux questions ? Dans mon histoire, j'ai d'abord appréhendé cette dimension de projet collectif, alors à travers des activités associatives, en l'occurrence, c'était le scoutisme, puis cette dimension de projet spatial, dessiner l'espace pour le transformer, c'est ma formation à l'école de paysage, non loin d'ici à Versailles, et je me suis interrogée au projet comme sous sa dimension politique et sociale, là en revenant à Bordeaux, à l'Institut d'urbanisme, et en partant à Florence, où les études en urbanisme se déroulent à la faculté d'architecture. Cette formation, elle s'est déroulée en parallèle d'une activité professionnelle que j'ai commencée en 2005, une activité professionnelle certes de paysagiste, mais impliquée dans des démarches d'urbanisme, en l'occurrence d'abord d'urbanisme réglementaire, qui était dans ces campagnes où on cherchait donc à accompagner le développement urbain, mais la nouvelle exigence qui était portée par l'État, c'était celle de faire projet, donc d'embarquer les élus dans ce projet, que ce soit un projet politique porté localement et que ce soit un projet entre ville et campagne. L'autre exigence, ça on l'a éprouvé sur les images qui sont à droite, dans les ateliers portés par le ministère à l'époque avec Alain Marguerie, c'était d'impliquer à la fois les techniciens de l'État, ceux des collectivités et les élus pour dessiner ensemble ce devenir en commun. On était là, finalement, en limite de savoir-faire, à la fois pour organiser l'action collective et puis pour donner une autre valeur aux terres en urbanisme. Ce que j'ai prouvé à travers ma pratique de paysagiste, c'est qu'on savait les considérer d'un point de vue esthétique, finalement, mais absolument pas d'un point de vue productif. Donc, c'est ce qui m'a conduit en Italie et à la rencontre de ces travaux développés par l'école territorialiste italienne, qui s'est développée autour d'Alberto Maniaghi, qui est architecte, urbaniste, enseignant-chercheur à l'Université de Florence, et qui a agrégé autour de lui, depuis les années 60-70, un réseau d'universitaires qui travaillent en prise avec les collectivités sur le terrain pour fabriquer autrement les documents qu'on dit de planification territoriale, donc qui organisent l'espace dans leur diversité. La particularité de ces architectes urbanistes enseignants-chercheurs en Italie, c'est qu'ils théorisent. Ils sont à la fois impliqués dans la pratique, mais ils reviennent sur leurs travaux à travers des ouvrages, donc une production assez prolifique pour Alberto Maniaghi et deux ouvrages traduits en français, Le projet local et la biorégion urbaine, que je vous recommande vivement. Cette école territorialiste, son ambition, c'est de relier exactement ce que vous disiez là tout de suite, Gaël, à la fois recherche, formation et action, mais aussi sciences et arts, et à travers les sciences, ces sciences humaines et sociales, et puis ces sciences du vivant au sens large, relier aussi l'action des élus, l'action des techniciens et ceux des habitants, et en particulier des associations citoyennes qui les représentent, pour construire un projet entre ville et campagne qui remettent la nature et l'écologie au centre du projet social, qui en fasse aussi le moyen de ce projet de société. Alors je vais simplement inciter deux outils que relève ma thèse et qui ont parlé aux acteurs de terrain dans le cadre des projets de recherche que nous avons développés autour de Bordeaux. Le premier, c'est le parc agricole multifonctionnel. Donc, voilà, sous ce terme, on observe une pratique qui a suscité un intérêt assez vif chez les collectivités en France, parce que à la fin,
on produit du pain. Donc, dans le cadre de ce projet de parc agricole à quelques kilomètres de Florence, les enseignants-chercheurs impliqués dans l'élaboration du document d'urbanisme ont, à travers des ateliers qui rassemblaient des associations habitantes et des acteurs agriculteurs, mais aussi des techniciens, des experts en urbanisme, mais experts agronomes, réussi à reconstruire une filière. C'est parti du rappel d'une ancienne semence qui était présente sur ce territoire. Et les agriculteurs se sont dit pourquoi pas. Et cette filière, en une dizaine d'années, s'est reconstruite avec l'association des meuniers et des boulangers locaux, voilà, jusqu'à alimenter les cantines locales. La rencontre entre les habitants, les associations habitantes en particulier, et les élus, elle se travaille à travers cette pratique de terrain et d'atelier, et sous une forme qui peut aussi permettre de relier activité scientifique et art. C'est celle que je vous propose, avec ces cartes de communauté qui ont été ici élaborées dans le cadre du plan de paysage de la région des Pouilles, qui ont permis de faire remonter les savoirs habitants, donc des savoirs de terrain, à la fois du point de vue identitaire et culturel, mais aussi du point de vue des problèmes présents sur place. On voit sur une des cartes une décharge publique, pour les porter à l'attention des élus et pour engager une action publique qui se base sur une expertise d'usagers. Donc le retour en France, il s'est fait dans le cadre d'un contrat de recherche intitulé Biorégion, qui était coordonné et impulsé par Agnès Berland-Berton à l'université Bordeaux-Montaigne. Ce contrat de recherche, il a impliqué à la fois donc, des collectivités tenantes de la compétence en urbanisme et l'université dans sa double dimension, les enseignants-chercheurs, mais aussi la formation. Ce sont les étudiants qui étaient en cours de professionnalisation, en Italie comme en France, dans leur dernière année de master, qui ont été intégrés sous le biais de stages dans les collectivités territoriales pour développer les propositions italiennes. Donc, leur activité dans ce cadre, elle a été principalement technique, et technique du point de vue de la conception spatiale. Ils ont dessiné, vous parliez de changement de récit. Changement de récit territorial, il est nécessaire pour sortir de ce récit dit de métropolisation où les grandes villes se comparent dans un niveau international, et chercher à construire des solidarités plus locales. Ce que les étudiants italiens ont réalisé dans ce cadre, c'est la reconnaissance finalement de ce qui se passait il y a un siècle, c'est-à-dire d'une autre forme d'agriculture locale beaucoup plus diverse. Là, en l'occurrence, là, je présente des cartes élaborées par Luana Junta, où elle montre très clairement la diversité culturelle qu'on avait au XIXe siècle autour de Bordeaux. On voit l'estuaire de la Gironde et les paysages désertiques, d'un côté de vignes et de l'autre de pins, qu'on peut contempler aujourd'hui. Et les étudiants ont, avec une grande finesse, fait émerger aussi toutes les productions locales qu'on trouvait autour des petites villes de Gironde. Ce projet entre ville et campagne, les collectivités, le CISDO en particulier, qui gère le schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine de Bordeaux, s'en sont saisis. Et aujourd'hui, mettent en place très concrètement des projets qui permettent aux acteurs agriculteurs et aux collectivités, aux élus, de se rencontrer. Donc, autour de Bordeaux, et au sein même de la métropole bordelaise, je montre ici ce projet du parc des Jalles, qui va être lancé dans une phase opérationnelle très prochainement. Je vais conclure sur une question qui me ramène à ma thèse. Les métropoles sont en avance finalement sur ce projet urbain agricole et environnemental, mais de fait, on a toute une partie du territoire, celle où nous ne sommes pas aujourd'hui, puisque nous sommes à Paris et même pas à Versailles.
mais qui est très loin de ces lieux qui sont des lieux de décision, à la fois pour la ville, mais aussi pour l'agriculture. On s'est aperçu dans notre contrat de recherche finalement que tous les acteurs agricoles, de la nature, de l'environnement étaient représentés dans les grandes villes, donc c'était beaucoup plus facile de faire réseau à ce niveau-là. On fait quoi demain? Ce que je vous propose, c'est, je pense qu'on a tous un ancrage local, un peu plus provincial, voire campagnard, mais de s'y coller tous ensemble. Hein, c'est ce qu'ont fait nos étudiants qui ne sont plus étudiants aujourd'hui, hein, qui sont déjà au travail, ici dans cette commune de Tartas, hein, qui est dans les Landes, en accompagnant les élus et les habitants dans leurs réflexions sur l'évolution de leur petite ville et en s'interrogeant très concrètement sur ces rapports de proximité entre ville, nature et agriculture. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Avant de passer aux questions-réponses que le public pourrait avoir, nous allons écouter Éloi Laurent, qui a été un des membres du jury, qui a étudié le travail réalisé par Emmanuel Bonneau et qui va nous présenter pourquoi finalement ce travail a retenu l'attention du jury. Alors, bonjour, je suis Éloi Laurent, économiste, et je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi le jury a choisi de distinguer la thèse d'Emmanuel Bonneau. Alors, je crois que les bonnes thèses racontent des histoires intéressantes, et cette thèse, au fond, c'est l'histoire de 3 transitions particulièrement intéressantes. La première transition, c'est la transition d'un aménagement du territoire ou d'un projet d'aménagement du territoire qui est à la fois utilitariste, fonctionnaliste et séparatiste. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a conçu la séparation en France en particulier des villes et des campagnes d'après une logique donc fonctionnaliste. Et cette thèse, au fond, c'est une transition vers une forme de réconciliation entre les espaces urbains et les espaces ruraux, entre les villes et les campagnes. Et elle propose de passer d'un modèle de séparation à un modèle de coopération. Et cette coopération entre espaces urbains et espaces ruraux, entre villes et campagnes, est absolument centrale aujourd'hui dans la transition écologique et, à vrai dire, sociale écologique qu'il nous faut engager. Et elle est particulièrement vitale en France. Et la thèse, qui est richement illustrée, qui est une belle thèse au sens esthétique et au sens de l'écriture, la première illustration de la thèse, c'est la fresque de Lorenzetti du Palais public de Sienne, où Lorenzetti essaye de mettre en scène le bon et le mauvais gouvernement et les effets du bon et du mauvais gouvernement, et notamment dans cette idée de la coopération entre les villes et les campagnes. C'est-à-dire que Lorenzetti place cette coopération ville-campagne tout simplement au cœur de ce qu'on pourrait appeler un projet démocratique territorial. Et la thèse propose ça, de réfléchir à un nouveau contrat territorial. Et en cela, c'est une thèse éminemment politique et c'est une thèse qui nous intéresse absolument particulièrement aujourd'hui en France. Et c'est une thèse qui s'inscrit parfaitement dans l'ambition de ce prix, c'est-à-dire d'articuler la transition écologique avec la justice sociale, parce que la justice sociale, au sens le plus strict, c'est pouvoir choisir sa vie, et c'est pouvoir choisir sa vie, si je puis dire, ensemble. Et c'est ça un projet de territoire. Et c'est ça ce nouveau contrat territorial qui est proposé dans cette thèse, avec la figure de la biorégion urbaine, particulièrement intéressant, particulièrement innovant, et c'est une raison essentielle pour distinguer cette thèse. La deuxième transition que raconte cette thèse, c'est la transition d'une vision franco-française, verticale du paysage, vers l'idée d'un territoire européen. Au fond, cette thèse, c'est la transition du paysage français vers le territoire européen. Et le territoire européen, parce que c'est une thèse qui s'inscrit entre la France et plus spécifiquement la région bordelaise, et Florence, c'est pas Sienne, mais c'est Florence, et dans ce que l'Italie peut finalement nous apporter, qui à mon avis, l'Italie est plus avancée en matière de réinvention de ces territoires que la France, pour des raisons historiques très profondes et pour des raisons aussi politiques qui tiennent à la crise du gouvernement central, qui a induit toutes sortes d'innovations territoriales en Italie depuis très longtemps. Et cette thèse propose véritablement, là aussi, d'avancer vers cette idée du territoire européen et de s'inspirer véritablement de ce qui se fait en Italie pour repenser le territoire français, ce qui est
extrêmement ambitieux et même audacieux. Et je disais, la première illustration de la thèse, c'est la fresque de Lorenzetti. La dernière, c'est la stratégie nature de la métropole bordelaise. Et donc, on voit de Sienne d'il y a longtemps à Bordeaux demain, cette continuité européenne dans la thèse. Et c'est aussi une dimension qui nous intéresse tout particulièrement. Je disais biorégion urbaine, on voit à quel point la coopération doit être étendue à l'idée des écosystèmes, à la coopération écosystémique, et de quelle façon même la coopération avec les écosystèmes finalement permet de surmonter un certain nombre de tensions et d'inégalités proprement sociales. Et Bordeaux, c'est pas n'importe quelle ville en France, c'est bien sûr la ville symbole de la crise des Gilets jaunes, qui est une crise territoriale, qui est une crise sociale écologique. Et pourquoi ? Parce que c'est une métropole florissante, mais c'est aussi une région qui est en tension par le phénomène de métropolisation qui représente très bien cette crise des territoires français. Et au fond, on voit bien comment le projet de biorégion urbaine permettrait de dépasser finalement l'aporie de la réforme territoriale de 2015, de la métropolisation pour la croissance, pour inventer de nouvelles formes de coopération, y compris écosystémiques, permettant de surmonter les contradictions fortes entre les métropoles françaises et ce qu'on appelle à tort leur périphérie, et ce qui est beaucoup plus en fait sur le mode de la symbiose, une fois de plus, c'est de la coopération. Donc c'est une deuxième transition qui nous intéresse tout particulièrement, une fois de plus, qui a tout à voir avec l'articulation entre transition écologique, justice sociale et action que ce prix entend promouvoir. Et enfin, la dernière transition de ce travail, c'est une transition personnelle, c'est la transition d'Emmanuelle Bonneau elle-même dans des allers-retours permanent entre le terrain, entre l'action, entre la connaissance, la diffusion de la connaissance, puis le retour au terrain, entre la France et l'Italie. Et au fond, ce prix est bien sûr une reconnaissance, c'est aussi une exigence et c'est aussi des ressources et une reconnaissance qui doivent servir à poursuivre cette transition, qui est beaucoup plus sur le mode du cycle que sur le mode d'un État achevé. Et c'est ce que nous vous souhaitons, Emmanuelle Bonneau, de pouvoir, grâce à ce prix, au fond, poursuivre votre propre transition qui est riche pour les autres. Merci pour ce travail. Voilà le propos d'Éloi Laurent qui s'excuse parce qu'il ne pouvait pas être là ce soir, mais peut-être quelques mots de réaction par rapport à ce que Éloi vient de dire. Alors, pas sur les derniers, sur ma propre transition, en tout cas sur le démarrage et sur ces thèses qui racontent une histoire, hein, pour continuer notre discussion en off. Je pense que le meilleur service qu'on peut rendre avec mes confrères à la société civile, mais on est dedans, en tout cas à nous tous, c'est de raconter des histoires et de les faire circuler. Donc voilà, ça je pense que je m'en tiendrai là, hein, à souligner ce point-là et ce lien entre recherche, action et formation, il se joue véritablement là. Emmanuel, une première question qui est arrivée. Quelles propositions formulez-vous pour favoriser la participation des personnes plus éloignées de la fabrique de l'action publique aux démarches d'urbanisme et d'aménagement ? Alors, ces personnes-là, j'ai montré dans le déroulé un travail qu'on avait mené sur un petit parc avec Emmanuel Prieur. Donc, il avait remporté l'aménagement d'un parc à la périphérie de Bordeaux et on avait embarqué dans des ateliers participatifs préalables à sa conception un public assez divers, des écoles et sur les images qu'on voyait à l'écran, c'était des assistantes maternelles. Ce public-là, il ne vient pas spontanément. Par contre, quand on va le chercher, voilà, quand on leur téléphone, en l'occurrence, cette activité professionnelle-là, j'avais engagé en préparant ces ateliers, en téléphonant aux personnes. Je crois que c'est très utile et ces personnes-là ont des choses à dire et une expertise de terrain, hein, qui est essentielle pour les pratiques de l'aménagement. Et une deuxième question qui nous arrive, dans le débat actuel entre densification urbaine et l'orientation de permettre davantage une diffusion des populations dans les campagnes, comment votre thèse apporte des éléments de réflexion pour nourrir le débat ? Alors, Éloi Laurent l'a dit, la proposition, elle est politique, hein, c'est celle d'un
d'un changement de modèle, mais quand on regarde les politiques publiques actuelles, et notamment celles qui portent sur les petites villes de demain, je crois qu'on est dedans, et c'est accompagné ici en France. À compter de le mettre en œuvre, et la manière dont on va le mettre en œuvre a un sens. C'est-à-dire qu'on peut œuvrer sur les petites villes, on peut aussi reproduire le modèle métropolitain, hein, c'est ce que je vois dans beaucoup de petites communautés de communes, où finalement la grande petite ville au centre concentre tous les commerces, donc on doit pouvoir faire autrement, et je pense que les modèles italiens peuvent y participer. Je crois qu'en France on a aussi une action publique très forte et des associations tout aussi vives dont on relaie peut-être trop peu l'action. Très bien, un grand merci et encore toutes nos félicitations pour tout ce travail. En tout cas, c'était intéressant et passionnant de toute votre thèse. Merci Emmanuel. Et maintenant, je vais accueillir Pierre Aucurie, qui a aussi le premier prix Ex-Aequo pour cette première édition, avec Florence Denier-Pasquier, qui va venir aussi nous rejoindre, qui est membre du jury et qui au nom de France Nature Environnement. Donc Pierre, toutes mes félicitations de nouveau, et puis en quelques mots, nous présenter aussi votre travail sur les énergies renouvelables. Merci. Ça fonctionne. On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. Cette phrase de l'écrivaine et de la militante altermondialiste indienne Arundhati Roy est une formidable boussole pour penser et concrétiser une transition écologique, juste et solidaire, fil rouge et vert du prix de thèse de la Fondation Terre Solidaire. En effet, penser et concrétiser cette transition, c'est ne pas être indifférent à l'usage des pesticides dans l'agriculture. Penser concrétiser cette transition, c'est ne pas être indifférent face à l'inaction de certains gouvernements en matière de pollution. Penser concrétiser cette transition, c'est ne pas être indifférent face au financement des énergies fossiles par les grandes banques. Penser concrétiser cette transition, c'est ne pas être indifférent à ces problèmes et mettre en action des solutions pour les résoudre. Monnaie locale, système alimentaire durable, économie circulaire, ces solutions sont multiples et soutenues par la Fondation Terre Solidaire, que je remercie pour ce prix de thèse qui récompense un travail d'enquête qui portait sur l'une de ces solutions pour concrétiser une transition et faire un monde différent, les projets coopératifs d'énergie renouvelable. Ces projets consistent en des initiatives, démarches de production, distribution et ou fourniture d'électricité d'origine renouvelable, initiées par des collectifs citoyens, en coopération, seuls ou en coopération avec des collectivités locales et des entreprises du secteur. L'un ou l'une d'entre vous qui aurait un peu l'esprit taquin pourrait me poser la question, demander pourquoi consacrer 5 ans de sa vie à travailler sur les projets coopératifs d'énergie renouvelable. Je vous rassure, ces projets sont passionnants pour de multiples raisons et au moins deux, je vais en évoquer au moins deux ici. Tout d'abord, dans des secteurs, des industries énergétiques qui sont caractérisés par leur fermeture, par leur inertie, ces projets portent une possibilité d'ouverture et une promesse de démocratie énergétique qui finalement reformule un peu les termes de la transition énergétique au-delà de l'idée de faire une substitution entre des énergies fossiles et fissiles par des énergies renouvelables pour porter une promesse de démocratisation avec un changement dans les acteurs qui possèdent les moyens de production et de distribution. Deuxième raison éventuelle de consacrer 5 ans de sa vie à travailler sur les projets coopératifs d'énergie renouvelable, au regard de la tension entre enjeux écologiques et enjeux sociaux, soulevés notamment par le mouvement des Gilets jaunes, ces projets portent une promesse de différence qui est double, à la fois en termes distributifs, qui subit les risques, qui reçoit les bénéfices d'une activité en matière d'énergie, mais aussi procédurale, sur qui participe au projet, aux décisions en matière d'énergie. Comment analyser ces projets ? Comme l'a pu l'écrire le poétiste états-unien Robert Keohane,
toute recherche intéressante part toujours d'un puzzle. Un puzzle avec des anomalies, avec des choses qui ne correspondent pas à nos intuitions, à la théorie déjà développée. J'ai eu de la chance, les projets coopératifs d'énergie renouvelable présentaient un double puzzle. Première dimension, première pièce du puzzle, qu'on peut nommer sous le terme de ce paradoxe suivant, participer malgré l'adversité. Dans des secteurs énergétiques fermés, caractérisés par leur inertie, avec des coûts de participation élevés, un niveau d'expertise important, des collectifs de citoyens profanes, non spécialistes de l'énergie, réussissent à concrétiser des initiatives. D'où ce premier paradoxe, cette première pièce du puzzle, participer malgré l'adversité. Comment expliquer cette capacité à participer ? Deuxième pièce du puzzle, deuxième paradoxe, que j'ai appelé décliner dans un environnement propice, se diffuser dans des environnements hostiles. En effet, je ne l'ai pas encore dit, j'ai comparé le Danemark, la France et le Royaume-Uni. Le Danemark est régulièrement caractérisé comme un modèle coopératif en matière d'éolien. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, le nombre et la proportion de projets coopératifs dans l'éolien baissent. D'où cette première dimension du paradoxe, décliner dans un environnement propice. Par ailleurs, vous le savez, la France et le Royaume-Uni sont caractérisés comme des modèles centralisés, particulièrement hostiles et peu propices aux initiatives coopératives. Dès lors, muni de ce puzzle, j'ai cherché des solutions pour essayer de résoudre ce double paradoxe. Comment le résoudre ? La thèse propose de résoudre ce paradoxe, cette énigme, via l'explication en deux formes de pouvoir économique qui permettent d'expliquer ce double paradoxe. Premier type de pouvoir économique, ce que j'ai appelé le pouvoir d'orientation, qui consiste à, pour les organisations collectives qui représentent les projets coopératifs, comme Énergie Partagée en France ou Community Energy England au Royaume-Uni, la capacité de ces organisations collectives à orienter et s'orienter au sein de régimes de politique publique. Deuxième forme de pouvoir économique qui permet d'expliquer ce double paradoxe, le pouvoir d'activation, qui là se joue à une autre échelle, qui consiste en la capacité des projets coopératifs à l'échelle locale, micro, leur capacité à activer des possibilités juridiques, financières, sociales, possibilités qui sont présentes à l'état latent dans les régimes de politique publique. Cette double forme de pouvoir économique, orienté et activé, permet à la fois de prendre en compte les dimensions structurelles, effectivement le poids des régimes de politique publique, des institutions, des acteurs industriels, politiques, mais aussi la capacité d'agency, la capacité d'action stratégique des acteurs aux échelles méso et micro. Ce double pouvoir économique a été saisi dans la thèse via 3 échelles d'analyse. Une échelle macro, je l'ai évoqué, les régimes de politique publique, donc en retraçant finalement les politiques publiques, l'interaction entre les organisations collectives et les politiques publiques de 1973 à aujourd'hui. Ensuite, comment s'est structuré finalement dans les 3 États un mouvement et une organisation collective qui représentait les projets coopératifs d'énergie renouvelable. Enfin, l'échelle micro, où j'ai suivi 9 coopératives pour retracer les différentes étapes de leur construction de projet et éventuelle concrétisation, avec une petite innovation, l'analyse dans chaque état d'un projet n'ayant pas abouti. Que nous dit cette thèse sur les processus de transition écologique juste et solidaire ? Dans quelle mesure cette thèse peut, pour reprendre les termes du politiste français Pierre Favre, peut nous permettre de comprendre le monde pour le changer ? Trois éléments de compréhension, de résultats de cette thèse, pour comprendre le monde pour le changer, comprendre les paradoxes évoqués précédemment et la trajectoire des projets coopératifs d'énergie renouvelable, et derrière cela, la possibilité d'un changement en matière de politique énergétique. Premier élément, le fait que, et c'est une conclusion que j'espère partielle et qui sera remise en cause dans les années à venir, dans les 3 États, Danemark, France, Royaume-Uni, ces projets constituent une niche et leur participation est neutralisée, avec une double forme de plafond de verre, à la fois à l'échelle nationale, où dans les 3 pays, ces projets coopératifs constituent des niches, 10% de l'éolien danois, 3% de l'éolien français et 0,7% du photovoltaïque français, et 1% des énergies renouvelables installées au Royaume-Uni.
Deuxième dimension du plafond de verre, si on prend l'échelle d'un projet, si on prend par exemple le seuil de 10 MW, qui est donc, correspond à la consommation annuelle électrique hors chauffage de 10 000 ménages, seuls 4 projets français, 2 projets danois et 1 projet britannique sont au-dessus de ce seuil. Comment expliquer cette participation neutralisée? Elle s'explique par plusieurs éléments, dont la difficulté à institutionnaliser les avantages obtenus par les organisations collectives, c'est-à-dire une fois que ces projets ont, via des activités de plaidoyer, obtenu gain de cause sur certains éléments de politique publique, ces avantages ne durent pas dans le temps. Et deuxième difficulté qui permet d'expliquer cette neutralisation, la difficulté à se faire reconnaître comme une catégorie d'action publique spécifique, à l'image de l'agriculture biologique qui a pu se faire dans une certaine mesure reconnaître comme une catégorie spécifique. Mais il y a d'autres éléments de compréhension, d'autres résultats dans cette thèse, et donc cette thèse met aussi en évidence que cette neutralisation peut être surmontée dans certains cas. Surmontée de deux manières, via les usages de l'Europe effectués par les projets coopératifs d'énergie renouvelable, en échangeant des bonnes pratiques entre projets danois, belges, français, britanniques, etc. Et en s'alliant donc entre projets coopératifs via la Fédération européenne des coopératives d'énergie renouvelable. Deuxième façon de surmonter cette neutralisation, les régulations conventionnées entre les projets coopératifs et les collectivités locales, via la fourniture de toitures de bâtiments publics, via du co-investissement entre collectivités locales et collectifs citoyens. Troisième élément de résultat de la thèse, la capacité d'innovation des projets coopératifs. Là, je citerai deux formes d'innovation. Innovation en termes d'intégration territoriale. On sait que c'est un sujet qui fait débat en matière d'énergie renouvelable. Et dans la thèse, il y a notamment l'exemple des survoltés d'Aubais, en Occitanie, qui ont installé un projet photovoltaïque sur le site d'une ancienne décharge municipale afin d'éviter d'utiliser des terres cultivables ou en compétition avec d'autres types d'usages. Deuxième type d'innovation, en matière de synergie entre enjeux écologiques et sociaux, avec là l'exemple de la coopérative Celsi à Londres, qui non seulement fait de la production à partir d'énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques, mais aussi agit en matière de précarité énergétique, en organisant notamment des Energy Cafés pour soutenir et aider les ménages en précarité énergétique, en difficulté en termes de facture énergétique, à faire face à cette situation. Je l'ai dit en ouverture, on ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents. J'espère que cette présentation a contribué à réduire votre indifférence si elle était là et qu'elle va vous inciter à vous emparer de ces questions, vous les approprier pour justement construire un monde différent sans être indifférent. Bon, l'appel est lancé. Florence, oui, vous m'avez donné quelques mots pour... Merci Pierre pour cet enthousiasme et pour nous montrer que ce sujet des projets coopératifs d'énergie renouvelable n'est pas un sujet de niche. C'est ça qui nous a plu dans la thèse. C'est à la fois, elle a été construite, c'est une recherche engagée pour et avec des réseaux de coopératives d'énergie citoyenne dans 3 pays, avec des contextes différents, avec beaucoup de pièces de puzzle à assembler, beaucoup d'entretiens et de partage avec ces acteurs, que ce soit pour comprendre à la fois des projets très concrets, la structuration des réseaux et comment ils peuvent s'insérer dans des politiques publiques. Ces questions de comment des initiatives citoyennes de faire autrement, de proposer d'autres solutions par rapport à des solutions carbonées qui sont nécessaires à la transition écologique, et bien la façon de l'analyser avec ces 3 niveaux, ces 3 pays et ce matériel peut parler à d'autres politiques. Et ça, je pense, c'est l'apport à la fois théorique et concret le plus important. C'est-à-dire que justement, c'est une thèse sur les énergies renouvelables, mais surtout c'est une thèse sur comment on construit du commun. Et pour construire du commun, gérer des communs sur les territoires, il faut construire des communautés. Et ces histoires autour des énergies renouvelables qui parfois partent, alors ça c'était le clin d'œil pour France Nature Environnement, il y a des projets qui sont partis de collectives anti-gaz de schiste et qui du coup sont en disant on va proposer autre chose, mais c'est plusieurs histoires pour se réapproprier démocratiquement la question énergétique via des projets concrets de financement. Comment les réseaux, les têtes de réseau
en s'organisant, lève des verrous. Ce qu'on a apprécié aussi, c'est que malgré le constat fait d'une neutralisation qui pourrait être décourageante, vous avez cherché les façons d'amplifier ce mouvement coopératif. Hein, et en donnant, et là on a des témoignages d'acteurs qui ont témoigné en faveur de votre thèse, en disant nous, acteurs de la transition énergétique, ça nous a aidés à lever le nez du guidon, regarder où est-ce qu'on mettait notre plaidoyer, peut-être réinvestir d'autres cibles, et peut-être, et vraiment cet aller-retour permanent que vous continuez après la thèse entre l'action de terrain, la proposition, la recherche, je dirais pour aider les acteurs à amplifier leur mouvement, je pense que c'est ça qui a séduit les membres du jury. Donc ce qui est important, c'est que moi, je n'étais pas une spécialiste des questions d'énergie renouvelable, mais j'ai été passionnée par la thèse parce que justement, elle répondait, elle peut tout à fait se transposer sur d'autres thématiques, sur la réappropriation des questions d'alimentation. Et vraiment, toutes les thématiques de la transition écologique peuvent apprendre de votre thèse, à la fois, je dirais, scientifiquement, hein, dans ces apports-là, mais aussi pour les acteurs. Et un des attraits, c'est comment, à partir de projets de production d'énergie renouvelable, hein, photovoltaïque, éolien, un certain nombre d'exemples que vous traitez, que vous analysez, montrent que on amène justement la population à ne plus être indifférent à leur consommation. Donc, pas seulement sur une politique d'offre, mais sur la façon dont, par cette proximité, hein, par ce financement participatif de ces projets locaux, les personnes se réapproprient leur propre consommation, vont sur une sobriété qui est choisie, voire dans certains cas, notamment en Grande-Bretagne, comment on change d'une précarité subie à une sobriété choisie. Et ce parcours-là, cette façon d'associer à la fois l'offre et la demande, et vraiment travailler sur la sobriété, ça fait partie des grands enjeux de la transition écologique sur beaucoup de domaines, eh bien, il y a des pistes. Et on voit que ce n'est pas fini. Alors voilà, c'est aussi une thèse qui continue sur des projets que vous menez en post-doc. C'est vraiment la question de la démocratisation de la transition écologique qui nous a séduits. Donc bravo et merci pour ces travaux qui continuent. Très grand merci Florence. Et justement, j'ai deux questions dans la prolongation de ce que vient de dire Florence. Il y a deux enjeux qui tournent autour de la transition énergétique. Il y a la question de la sobriété et la question de la précarité. Et donc, comment ces deux enjeux sont pris en compte par ces coopératives, pas simplement en leur sein, parce qu'on imagine que les adhérents, les sociétaires de ces coopératives sont sensibilisés, mais finalement, comment ces coopératives arrivent à irriguer le territoire dans lequel elles sont pour aborder ces enjeux à la fois de la sobriété énergétique, mais aussi la question de la précarité énergétique. Merci pour cette question. Je pense qu'une des façons d'envisager les choses, c'est de décloisonner finalement. Alors, d'une part de décloisonner et d'une part de politiser ces questions. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des citoyens et des citoyennes, lorsqu'on leur parle d'énergie, ont l'impression que alors soit c'est une question pour les ingénieurs, soit c'est un tableau Excel, on met des plus, on met des moins, et puis à la fin on fait les calculs. Non, effectivement, c'est un ajustement politique qui implique, je l'évoquais là il y a quelques secondes, de décloisonner, c'est-à-dire de ne pas parler uniquement de production d'énergie renouvelable, mais aussi donc de consommation, de sobriété, de précarité, pour avoir une entrée qui prend en compte finalement tous les usages de chaque citoyen et chaque citoyenne, pour à la fois que ces citoyens et citoyennes s'approprient ces questions. Hein. Effectivement, même moi-même, en commençant cette thèse, j'ai appris beaucoup de choses sur le circuit d'électricité, sur les notions de consommation d'énergie. Donc, ce serait un préalable à une irrigation, à une diffusion de ces enjeux, c'est s'approprier ces questions et les décloisonner en sortant d'une approche parfois un peu trop technique. Donc, dans les différentes coopératives que vous avez pu étudier dans les trois pays, donc on est sur un modèle ou des modèles coopératifs suivant les législations des pays, mais ça part d'un même principe où ce sont les personnes qui se rassemblent, qui vont mettre leur épargne ou qui vont investir
économiquement dans ces coopératives. Et finalement, dans tous ces freins, de toutes ces analyses que vous avez pu faire avec toutes ces différentes cas d'études que vous avez vues, qu'est-ce que vous formulerez, vous, quelles propositions vous formulerez à ces coopératives pour leur permettre aussi d'accueillir des personnes qui sont peut-être moins dotées en capacité financière pour s'investir dans ces coopératives, pour elles aussi être actrices de ce courant, et que le pouvoir économique ne soit pas un frein à être acteur aussi de la transition écologique sur son territoire, dans cette dynamique de coopérative citoyenne. Oui, alors effectivement, pour réfléchir à une participation large, plus diversifiée, je pense que dans un premier temps, il est fondamental de réfléchir aux coûts et aux freins à la participation. Qu'est-ce qui fait que finalement, parce que je l'ai évoqué dans la présentation, on est sur une niche, donc ce qui veut dire que ces projets-là gagneraient à s'amplifier. Donc, coût en termes de participation à des réunions, coût en termes d'expertise, coût en termes d'indifférence, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc ça implique de politiser ces enjeux-là. Autre élément, réfléchir aussi à plusieurs formes de participation. Une façon de participer dans ces coopératives, c'est de prendre une part du projet, d'acheter donc des parts. Mais il est important aussi de penser à d'autres formes de participation, à la fois au processus de décision et aussi à des enjeux qui sont plus problématiques. Je l'ai évoqué sur les questions de précarité énergétique. Là, on est sur une forme de participation qui, pour beaucoup de ménages, s'impose du fait des difficultés à faire face à ces factures. Donc là, un des gros challenges qui est posé aux projets coopératifs d'énergie renouvelable, les projets français s'y sont mis un petit peu sur le tard par rapport aux Britanniques, c'est de dire comment des ménages en situation de précarité énergétique, comment on répond à leurs difficultés, comment on peut les faire participer dans ces projets, comment inclure ces questions de précarité, comment à la fois soutenir des énergies qu'on considère comme vertueuses via de la production, mais agir aussi sur finalement, les inégalités en termes de transition écologique, et la précarité énergétique en fait partie. Et donc, vous mentionnez lister tout un tas de freins, et entre autres, vous avez plusieurs fois fait qu'il faut politiser le débat, et qu'il faut aussi encourager le plus de personnes à s'investir sur ce type de processus. Et quelles pistes, si on reste dans le contexte français, quels sont les leviers que vous voyez à actionner, que ce soit tout à chacun ou des structures comme la Fondation Terre Solidaire. Son objectif est de soutenir justement aussi ces dynamiques citoyennes en faveur de... Quels sont les leviers, quelles sont les opportunités à l'heure actuelle dans le contexte français économique, politique ou sociétal? On espère en tout cas de sortir de cette crise sanitaire pour pouvoir accélérer encore le mouvement. En lien avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'indifférence, je pense qu'il est important de lutter contre le désespoir et donc de montrer du concret. Donc je pense que l'échelle locale là, peut être privilégiée en montrant qu'effectivement il est possible de faire des choses près de chez soi. Et deuxièmement, là aussi pour lutter contre l'indifférence et le désespoir, des formes de dépolitisation en faisant apparaître ces questions comme trop techniques. Je trouve que la Convention citoyenne pour le climat montre totalement le contraire, que des citoyens profanes qui à la base ne sont pas experts sur une diversité de questions agricoles, d'économie circulaire, d'énergie, si on leur donne le temps, si on leur donne la possibilité de s'approprier ces questions, ces citoyens et citoyennes, indépendamment de leur point de départ, montent en compétences. Donc donnons du temps à cette politisation, donnons du temps à cette montée en compétences et appropriation des citoyens et citoyennes. Un très grand merci, Pierre, pour ce travail. Un très grand bravo et félicitations. Avec Dorothée Broez, qui est membre du jury, qui est biologiste et journaliste scientifique et qui est aussi impliquée dans des ONG et qui va aussi commenter au nom du jury ce prix. Corentin. Bonsoir, merci à la Fondation pour ce prix, et je voulais également remercier en fait tous les citoyens et citoyennes qui, en tant que contribuables, c'est eux qui financent une bonne partie des recherches publiques. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de justice écologique en prenant l'illustration des semences paysannes. Donc en quelques mots, c'est quoi une semence paysanne? C'est en fait on appelle ça aussi des variétés population. Ce sont des pratiques qui se sont faits pendant des siècles au niveau de l'agriculture. Ça consiste à réutiliser les semences et les sélectionner année après année au niveau du champ.
Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet une adaptabilité par la diversité justement de cette population, une diversité génétique pour s'adapter au climat, au sol, mais également, parce que c'est quand même la sélection est faite par l'agriculteur ou le paysan, permet aussi d'orienter en fonction, par exemple, de ses attentes. Pour donner un exemple, au niveau des blés, il y en a qui sélectionnent des blés barbus parce que les sangliers n'aiment pas trop ça. Hein, et ça va leur permettre de garder leur récolte. C'était un petit exemple. Et il faut comprendre que les enjeux de semences, en fait, la France, c'est le leader mondial des exportations des semences de grande culture. Ça représente plus ou moins en France 12 000 emplois. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un sujet en fait qui nous concerne tous. Parce qu'on consomme tous de l'énergie par notre alimentation. Et pour qu'il y ait de l'alimentation, il faut l'accès à la terre, aux semences. Et c'est pour ça que je pense vraiment ça nous concerne tous. Ça commence dans notre assiette, mais en fait, ça commence aussi au champ. Et l'un et l'autre est relié par les choix dans nos achats. Alors ce soir, si vous devez retenir un point, c'est que la justice écologique a besoin d'être analysée et mobilisée sur base d'expérimentation. C'est quoi l'expérimentation? En fait, ce sont des lieux où des personnes apprennent collectivement par leur propre expérience de la situation d'injustice. Ainsi, elles peuvent en rendre compte publiquement et essayer de transformer leur situation d'injustice et qu'elle puisse être reconnue. Alors moi, comment en fait j'ai commencé ma thèse? C'est sur une intuition. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans les semences, je n'y connaissais rien. Et en fait, quelque chose qui se passe révèle beaucoup de choses sur notre société. Ça, c'était vraiment mon point de départ. Et je ne savais pas que j'allais être autant surpris de voir en fait une situation qui révèle tant notre rapport au vivant, notre rapport à la production des connaissances, et aussi sur l'exclusion de ceux et celles qui mettent en doute l'imposition d'un mode de pensée et d'agir basé sur la maîtrise du vivant. Alors il y a 7-8 ans, quand je me baladais au salon Bio Valériane en Belgique, je passe devant l'artisan semencier Semaille et je vois une pancarte où il est écrit « illicite ». Je me suis dit, c'est quoi, pourquoi utiliser ce mot, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors j'en discute avec Catherine Andrienne, celle qui a fondé Semaille. Elle me dit, tu sais Corentin, en fait les semences, le côté illicite, c'est comme le cannabis en Belgique. C'est ni interdit ni autorisé. Et en fait, c'est une zone grise qui n'offre pas la place à une reconnaissance de pratiques et de praticiens de variétés populations, de semences paysannes. Et mon travail, il porte justement sur cet enjeu de reconnaissance. C'est ici qu'arrivent en fait mes réflexions sur la justice écologique. La justice écologique, pour moi, c'est tant un outil d'analyse qu'une notion mobilisable par les mouvements sociaux, par les mouvements socio-environnementaux. Et je me suis basé sur 4 initiatives que j'ai étudiées. Donc il y a l'artisan semencier belge Semaille, l'association française Cocopelli, l'association Colcose en Bretagne et la coopérative brésilienne Bionature. Mais qu'est-ce que c'est en fait la justice écologique? La justice écologique, il faut voir ça comme un triangle entre la distribution des biens et des maux environnementaux, la reconnaissance des aides prises dans des situations problématiques et la participation de ces êtres à la définition de dispositifs pour réadapter leur situation. Alors moi, quel est mon apport au niveau de la justice écologique, à côté des approches juridiques et des approches de sciences politiques? C'est un apport sociologique, ce qui montre bien que la justice écologique, ce n'est pas qu'une question de justice pénale et de tribunaux, c'est aussi une question de reconnaissance et de participation. Et la reconnaissance et la participation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se construit. Et je démontre en fait la nécessité de permettre qu'il y ait des espaces où les personnes peuvent faire des expérimentations. Justement, ces lieux où ils vont apprendre par eux-mêmes sur leur situation situation d'injustice. Ils vont s'informer, ils vont mutualiser et ils vont essayer de trouver des réponses pour transformer cette situation, mais aussi pour la rendre publique. Alors, je vais de manière assez synthétique illustrer cela avec les semences paysannes. Mais quelle est l'injustice dénoncée
au niveau des praticiens, au niveau des semences paysannes. Il faut comprendre que le système semencier, après la Deuxième Guerre mondiale, est venu imposer en fait un unique référentiel qui s'appelle la DHS. Alors, qu'est-ce que c'est la DHS rapidement? C'est-à-dire qu'une variété, elle doit être distincte d'une autre, c'est le D. L'ensemble des individus, donc l'ensemble des plantes qui composent cette variété, ils doivent être homogènes entre eux, ils doivent être les mêmes, on va dire ça comme ça. Ça, c'est le H. Et finalement, le S, c'est la stabilité. Ça veut dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, 20 ans, il faut que ça soit la même chose. C'est ça la DHS. Et donc, sur ce référentiel, vient se construire 2 dispositifs. Il y a d'une part ce qu'on appelle le catalogue. Le catalogue, c'est le fait de devoir faire un enregistrement préalable à la mise en circulation des variétés. Et qu'est-ce qu'il faut pour être dans le catalogue? Il faut être DHS. Et le deuxième dispositif, c'est celui qui porte sur les droits de propriété intellectuelle, qui est régi en fait ici par le certificat d'obtention végétale. C'est-à-dire qu'en fait, les obtenteurs, ceux qui font de la recherche au niveau variétal, ils ont développé un mécanisme qui permet en fait un retour sur investissement avec ce droit de propriété. Ainsi, la combinaison du catalogue et du certificat, ça va créer quoi? Un marché captif rémunérateur. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais quelles sont les conséquences de ce verrouillage? C'est 3 exclusions. Premièrement, l'exclusion des variétés population. Ces variétés qui ne sont pas DHS, parce qu'elles présentent en fait une capacité d'adaptabilité, et donc elles sont moins homogènes entre elles. Il y a de l'hétérogénéité génétique qui permet justement, dans la population, si on est tous les mêmes, vous imaginez bien quand passe un virus, si ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien. Et justement, le fait d'avoir une hétérogénéité génétique, ça favorise ces variétés population. Et en plus, comme elles s'adaptent dans le temps, elles n'ont pas ce rêve de la stabilité, elles vont justement s'adapter. Et donc, c'est ça qui se passe au niveau de l'injustice. La deuxième exclusion, c'est l'exclusion des pratiques, cette pratique qu'on appelle la sélection massale, donc le fait d'aller année après année dans les champs sélectionnés. Troisième exclusion, c'est celle des praticiens, ces agriculteurs, ces paysans qui décident de ne pas faire des variétés DHS parce qu'ils ont envie de trouver des variétés qui soient adaptées à leur terroir. C'est l'exemple que donnait Emmanuel au niveau de la filière du blé au pain en Italie. Qu'est-ce qui se passe avec ces trois exclusions? Il y a un sentiment d'injustice par ce verrouillage qui en fait impose une domination du rapport au vivant qui est une maîtrise en fait à visée utilitariste. Par contre, en fait, les praticiens de variété population, ils développent une relation au vivant qui consiste en une collaboration, voire en une coévolution. Alors, comment en fait les différentes initiatives étudiées et d'autres, ils vont rendre compte de cette situation d'injustice? Il y a 3 stratégies qui se combinent ou pas, mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a la mobilisation de l'opinion publique. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, même sans trop connaître, à une époque, ici en France, il y a eu les procès de Cocopelli. Les procès envers Cocopelli, justement, sur le fait de faire circuler des variétés qui ne sont pas DHS. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a eu une médiatisation de ces procès. Et l'opinion publique a été indignée de ce verrouillage du vivant, au point que Cocopelli, même s'ils ont perdu un des procès, n'a jamais dû payer l'amende. Ça, c'est intéressant à comprendre. Deuxième stratégie, c'est les modifications législatives. Ça, c'est tout le travail de plaidoyer. Troisième stratégie, c'est de passer par le marché. Et c'est ce que font les artisans semenciers en vendant leurs sachets, entre autres aux jardinières et aux jardiniers, mais aussi certains maraîchers ou agriculteurs. Mais c'est également ce qu'a fait l'association Kolkhoz. Et eux, ils ont décidé de prendre le produit final, donc le légume frais, pour justement raconter cette histoire. Et donc, ils ont, sur les légumes, avec toute une charte, etc., il y a une identification qui dit « légumes issus de semences paysannes ». Et ça permet en fait de rendre visible
qu'il y a d'autres pratiques. Alors, pour que toutes ces expériences elles puissent justement exister, toutes ces initiatives, ce sont des collectifs, des gens qui se sont mis ensemble, comme chez Colcause, pour commencer à apprendre et passer d'une situation d'ignorance, par exemple, ou de peu de connaissances sur le cadre législatif ou sur la sélection de variétés et autres, de variétés population, et commencer à apprendre ensemble et à trouver comment pouvoir rendre public. Et du coup, ce qui s'est passé chez Colcause, qui a travaillé aussi en fait avec des chercheurs par rapport à ça, des chercheurs qui disent il y a d'autres voies qui sont possibles, et on met aussi en doute, parce que douter, ça permet d'avancer. Et ce qu'ils ont fait chez Colcause, c'est au mieux de passer leur semence sous le manteau et que ça reste une pratique invisible, ils ont décidé de faire un contournement qu'ils estiment légal, un contournement de la législation. Donc, ils vont au mieux, pour faire de manière synthétique, au mieux de facturer des semences entre eux, ils vont facturer des services de maintenance de variétés. C'est très astucieux. Et après, ils vont passer aux légumes pour faire ça. Du coup, l'ensemble de ces initiatives, de ces stratégies, et à plein d'autres acteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire émerger l'enjeu autour des semences afin de le rendre public, voire d'essayer de modifier l'agenda politique. Ça, c'est important. Et en visant derrière de se dire, il faut réouvrir la définition de qu'est-ce qui est une bonne semence. Et plus que réouvrir le débat, il faut inclure dans la discussion d'autres modes de connaissances qu'uniquement des connaissances scientifiques qui servent à mesurer, classer et maîtriser le vivant. Alors, voyons maintenant quels sont les apports de la justice écologique par rapport à une transition écologique juste et solidaire. Je vais pointer six éléments. Premièrement, la justice écologique, c'est une invitation théorique et pratique. Deuxièmement, elle permet de rassembler des chercheurs et des mouvements sans écraser l'un ou l'autre, parce que c'est la reconnaissance des apports de connaissances des uns et des autres. Troisième élément, en termes écologiques, la justice écologique, elle propose une inclusion de l'ensemble du vivant, tant les humains que les non-humains. Et c'est bien leur relation, leur collaboration, voire leur entraide qui est mis en avant. Quatrième point, c'est une transition juste. La justice écologique, elle met au centre l'enjeu de reconnaissance et de participation par l'élaboration collective de ces espaces, de ces lieux où il y a moyen d'apprendre au niveau social et au niveau technique. Cinquième point, c'est la transition solidaire. C'est bien la domination qui est remise en question ici. Ici, c'est la domination du vivant. Ça pourrait être d'autres types de domination. Et c'est aussi une domination des praticiens de ce vivant, de semences paysannes, et qui sont souvent marginalisés. C'est ce qui est remis en question, c'est la domination de la DHS et de tout l'arsenal réglementaire, technique qui l'accompagne. Et ce qui est l'invitation, c'est d'admettre que les réponses, elles peuvent être plurielles. Elles doivent être en prise avec des situations qui remettent en question justement que par rapport aux enjeux socio-environnementaux, c'est uniquement des réponses techniques. On a un vrai enjeu dans la transition, même si souvent l'urgence est brandie, et il y a urgence, mais on ne peut pas suspendre le débat public au nom de l'urgence des transitions. Et finalement, le sixième point, c'est sur la... Comment je vais dire ça? C'est le fait que la justice écologique, c'est un dispositif qui permet de passer de victime à acteur, tout comme la justice sociale, tout comme la question sociale. Aujourd'hui, la question environnementale, elle invite à, je pense, revisiter la question sociale et les faire en complément afin, en fait, d'inclure, et c'est bien la différence, je pense, entre justice écologique et justice sociale, différence ou complémentarité, c'est de dépasser que la question soit uniquement prise du point de vue des humains, mais que ça soit bien avec une pensée et un agir avec l'ensemble du vivant. Maintenant, pour conclure,
La question que vous pourriez me poser, c'est bon, et moi, dans tout ça, je fais quoi? Eh ben moi, ma réponse, elle serait simple, c'est justice écologique à tous les étages. Hein? Alors, comme être humain, la justice écologique, elle nous invite à revisiter et à se réinterroger sur notre rapport au vivant. Elle montre également que collectivement, nous sommes capables de produire différents types de connaissances en enquêtant ensemble. Ce ne sont pas que le milieu académique ou scientifique qui a le monopole de la production de connaissances. Par contre, la collaboration entre les deux renforce l'un et l'autre. Même si ce n'est pas toujours évident, mais je pense que c'est très intéressant quand des paysans disent aux chercheurs « Vous nous montrez votre texte, ils sont en anglais, vous les traduisez d'abord en français, puis on discute ». Je trouve ça très intéressant. Ça montre comment ça se passe entre les différents mondes. Ensuite, la justice écologique, elle propose en fait une déconstruction, une décolonisation de notre pensée. Et elle nous amène vers la recherche en fait d'un équilibre entre justice, solidarité et écologie. À quoi ça sert de permettre que la biodiversité pourrait être sauvée de la situation si les humains pas, et vice-versa? À quoi ça sert? À quoi bon avoir une justice sociale où nous tous humains, nous sommes bien, si au niveau environnemental, ça ne se passe pas bien? Donc c'est vraiment une invitation à réassembler. Et pour ça, il faut une assemblée pour en débattre. Et au niveau économique, la justice écologique, elle rappelle ou elle souligne que les systèmes doivent être soutenables en termes de santé environnementale et de santé humaine. Finalement, la justice écologique, c'est également une porte ouverte vers des politiques publiques qui prennent en compte et en considération la pluralité des situations. Un grand merci, Corentin, pour cet exposé. Dorothée, donc, quelques mots pour expliquer pourquoi le jury a trouvé ce travail intéressant. Je suis très, très émue parce que j'ai l'impression que Corentin vient d'exprimer ce que nous pouvons être en tant que Fondation Terre Solidaire. C'est-à-dire qu'on apprend avec ce prix un peu mieux ce que nous espérions. Et on a là énormément d'ingrédients. J'allais le présenter comme un assembleur. Il vient de parler de ce terme-là. C'est vraiment quelqu'un qui se place entre les mondes, un passeur, certains l'ont dit. Et on voit dans son travail que il a dit j'avais l'intuition, j'ai choisi ce sujet-là par intuition. Ça l'a complètement branché sur le sujet du vivant. Et il dit dans sa thèse à un moment, cette thèse m'a transformé dans mon rapport au vivant. Et comme je suis en train de terminer le livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, Baptiste Morisot qui parle de diplomatie, donc on est en plein dans ce sujet des interstices et de l'aspiration à l'émergence, c'est-à-dire d'accepter l'inconnu, de penser que la surprise va nous être la confiance dans le monde qui vient. Donc on est vraiment là. Et ce sujet des semences qui est le symbole de la vie, on a dans une semence le monde de demain. C'est extrêmement fort comme objet. Et ce qu'on a entendu dans ce qu'il a dit, c'est aussi que la semence, c'est pas une chose, c'est un geste, ce sont des pratiques et ce sont des personnes. Et je crois que tout le jury, je ne sais pas, on a beaucoup échangé et on a apprécié la diversité des expériences qui ont été décrites. Le fait qu'elles sont, voilà, on les prend pour ce qu'elles sont. Donc, et c'est de cette diversité que peuvent naître des processus non définis d'avance. Et ça, on l'entend très très bien dans la thèse. Et
ce qui est incroyable, c'est quand même qu'on est sur un sujet qui est juste primordial, qui concerne la souveraineté alimentaire, qui est un des sujets majeurs de ETC Group, hein, le fameux groupe activiste canadien de Pat Mooney, que j'ai beaucoup fréquenté. Et ce ETC, ça veut dire érosion, technologie et concentration. Et donc on est en plein sur ce sujet, de savoir c'est quoi le monde de demain qu'on souhaite. Est-ce que c'est pas justement réinterroger ce problème de concentration, ces choix technologiques et l'érosion. Voilà. Donc là, on réouvre avec cette thèse, avec l'idée que non, pas d'érosion, mais plutôt un patrimoine commun qui tient par des technologies qui sont les gestes peut-être ancestraux, peut-être low-tech en fait, mais peut-être avec du high-tech, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est pas dogmatique hein, chez Corentin. Et ce sujet, après de la concentration, eh bien, aujourd'hui, on voit bien que ça, c'est vrai que ça nous a énormément motivés dans le choix. C'est qu'on s'est dit, Terre solidaire, les semences, réouvrir ce sujet, donner un signal de comment, non pas comment faire, parce qu'il n'y a pas de solution clé en main du tout, mais une ouverture avec ce que Corentin a décrit dans sa thèse de l'effritement, c'est-à-dire de la possibilité de se dire de manière non prévue d'avance que par des gestes alternatifs, par des communautés alternatives, on rend visible, on rend légitime, on rend possible le soutien à du désir. Moi, je pense que c'est là-dessus que je terminerai. Le désir, c'est le besoin de graines qui vont bien avec le monde de demain. Et donc, on va avoir besoin de graines qui résistent à tout un tas de choses pas forcément très agréables. Eh bien, merci Corentin pour ce geste et ce soutien à notre impatience. Merci Dorothée. Corentin, j'aurais une question par rapport à, dans la suite de ce que tu disais. Donc, bon, on est dans la transition agricole. Tu disais effectivement que il y a tout un travail aussi de la mobilisation des paysans qui sont engagés sur ces processus. Mais engager une transition de son exploitation agricole vers un modèle alternatif agricole n'est pas donné à tout le monde. Ça demande des moyens, ça demande aussi une capacité à assumer un éventuel risque. Et de faire cette transition d'un modèle agricole et en plus, je dirais, de faire appel aux semences paysannes, se baser aussi sur ces semences paysannes, on est sur un engagement qui est très important. Donc par rapport au tout le travail que tu as pu faire, quelle proposition, qu'est-ce que toi tu suggérerais pour aider à une transition agricole qui soit la plus large possible? Merci pour la large question. Donc, ça va. Donc, voilà, ce que je dirais en fait, c'est il faut choisir chacun où on veut atterrir. Pour reprendre le bouquin de Latour, moi j'ai choisi où je voulais atterrir, et ce qui m'intéresse, c'est d'appuyer tous les terrestres qui atterrissent là où je suis. Mais plus encore, je vais retraduire pour ceux... Pardon. Et donc, ça veut dire que apprenons à connaître là où nous sommes. Et alors, après, il y a les réseaux, etc. Mais je pense que c'est la même chose. Par exemple, Emmanuel parlait des territoires, comment des territoires urbains, ruraux se connectent. C'est en étant ancrés là où on est. Et c'est l'histoire, c'est le type de sol, c'est savoir comment s'écoule l'eau qui arrive au bout de mon robinet, en fait. Ça paraît bête comme question, mais c'est des questions qu'en général, on ne se pose plus aujourd'hui. Et même chose pour l'alimentation, d'où ça vient, etc. Et du coup, voilà, c'est une invitation à chacun à s'investir où il est. L'autre chose par rapport aux agriculteurs, sur ce type de transition, non, ce n'est pas évident. Il existe des appuis. Et je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de moyens publics, voire des moyens privés,
qui favorisent cela. Il y a des incubateurs privés qui appuient, par exemple, la transformation de fermes vers une agriculture régénératrice. Il y a les GAL, donc les groupes d'action locaux avec des financements européens, qui appuient la création de filières, tout en n'étant pas eux les porteurs de projets, mais appuyer des porteurs de projets. Par exemple, nous, dans notre région, c'est ça qu'on appuie. Et au niveau du réseau semences où je suis, l'idée, c'est de recréer des filières, en fait. Et oui, il y a des enjeux économiques derrière. Mais à un moment aussi, l'argent, il est là, il existe. Maintenant, il faut savoir aller mobiliser et mettre ensemble l'énergie de l'argent, l'énergie démocratique pour qu'ensemble, en fait, ces personnes se disent « tout seul, je ne m'en sortirai pas ». Moi, mes parents m'ont toujours dit « ça ne sert à rien de tirer la couverture vers soi, il faut la mettre ensemble ». Voilà. Un grand merci, Corentin. Et de nouveau, félicitations. On arrive à la fin de notre webinaire. Un très grand merci aux 3 lauréats, à tous les membres du jury, parce que ça a été un gros travail. Et je les remercie sincèrement de travailler. C'est les 58 candidatures que nous avons reçues pour cette première édition. Nous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du prix, qui, normalement, l'appel à candidature paraîtra mi-octobre. Et on vous donne aussi rendez-vous pour les prochains webinaires que la Fondation va organiser. Donc après le cycle de l'année dernière, on avait organisé un cycle de webinaires sur les liens entre la crise sanitaire et entre autres l'épidémie de coronavirus et la transition, en quoi cette crise pouvait être un accélérateur ou au contraire un frein à cette transition écologique. L'année prochaine, nous allons nous interroger à partir de septembre à juin sur le lien entre acteurs économiques et transition, avec à la fois comment mobiliser les acteurs économiques, mais aussi travailler sur la question de nous interroger sur les questions des indicateurs de richesse. Sur les indicateurs de richesse, qui décide, qui compte, quoi compter, qu'est-ce qu'il ne faut pas compter pour accélérer cette transition écologique juste et solidaire. Un grand merci à toutes et à tous et bonne soirée à vous tous. Au revoir.